Nous n'avons pas bien conscience de l'importance des océans comme vecteurs de transport. Alors regardez ces images, elles nous montrent les principaux flux mondiaux de transport de marchandises, soit le trajet sur notre globe de quelques 44 000 navires entre juillet 2014 et juillet 2015. Ces flux continus de navires révèlent de véritables autoroutes maritimes, dessinent les lignes de côte des continents. Si on change d'échelle, on aperçoit même le canal de Panama, fréquenté par environ 14 000 navires chaque année. Eh bien, ces images superbes nous ont été fournies par une entreprise spatiale luxembourgeoise, LuxSpace, qui à la fois conçoit, construit et opère des satellites de surveillance maritime. Alors, grâce à leur accord et leur aide, nous avons pu utiliser ces données dans le dessous des cartes. Rarement dans les titres de l'actualité, le transport maritime est pourtant un marché gigantesque et un pilier indispensable au fonctionnement de l'économie mondiale. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, environ 80% du commerce mondial en volume est assuré par le transport maritime, ce qui signifie qu'une grande partie de ce que nous consommons a transité par la mer. Ainsi, en 2013, 9,5 milliards de tonnes de marchandises ont été transportées par navire. Alors comment expliquer cette domination de la voie maritime sur le transport de marchandises alors qu'il ne s'agit pas du mode de transport le plus rapide? Si on prend un exemple, pour relier la Chine à la Belgique, il faut entre 30 et 40 jours en cargo, une vingtaine de jours en train et 1 jour en avion. En fait, si le transport maritime est aujourd'hui privilégié, c'est tout d'abord parce qu'il est très facile de circuler sur les mers. Le principe de libre navigation sur les mers et les océans est un principe ancien, garanti par la Convention sur le droit de la mer de Montego Bay, ratifiée par environ 170 États au 1er janvier 2015, et cette convention énonce la liberté de circulation des navires commerciaux sur tous les espaces maritimes, tant qu'ils sont inoffensifs. Cette liberté est renforcée par le faible nombre d'obstacles rencontrés en mer, à la différence par exemple du relief pour les routes terrestres, et l'absence d'infrastructures nécessaires à la navigation elle-même. À cela s'ajoutent des innovations techniques comme l'invention du container, une boîte pouvant transporter tout type de marchandises, y compris des produits frais, et dont le format est standard. Elle peut être facilement empilée, déchargée, passer d'un mode de transport à un autre. Et puis il y a aussi la spécialisation des navires qui a entraîné des gains de productivité. Les 3 principaux types de navires sont les vraquiers, qui transportent notamment des céréales, des minerais, les gaziers et les pétroliers, et pour finir les porte-containers. Enfin, on a vu une augmentation considérable de la taille des navires et de leur capacité, car l'immensité des espaces maritimes le permet. Vous voyez ici l'évolution depuis les années 1950 de la taille des porte-containers traversant le canal de Panama, et le MSC Zoé, l'un des plus gros porte-containers en circulation en 2015, fait 395 mètres de long, soit l'équivalent de 4 terrains de football, et plus grand que la Tour Eiffel. Aujourd'hui, la capacité de transport d'un porte-container représente en moyenne l'équivalent de 18 000 wagons de train ou près de 1000 Airbus A380. Alors transporter un grand volume de marchandises d'un coup, cela permet de faire des économies d'échelle et donc de proposer un prix faible. C'est le principal avantage du navire sur les autres modes de transport. Ainsi, pour une télévision à 1 000 $ transportée par la mer entre la Chine et l'Europe, seuls 10 $ en moyenne correspondent au coût du transport. Cette évolution de la taille des navires a un impact sur les infrastructures maritimes. À Panama, des travaux d'agrandissement du canal ont été engagés afin de permettre le passage de navires de plus en plus gros. Les ports se sont aussi adaptés pour accueillir ces géants des mers. Ils se développent en dehors des villes, sur de grandes étendues, et constituent des entités autonomes. Vous voyez sur cette carte les premiers ports à containers en 2013, celui de Singapour, le deuxième de ce classement, s'étend sur près de 100 km², soit à peu près la superficie de la ville de Paris. Et en permettant le transport des marchandises à faible coût, le secteur maritime est sans conteste un pilier de la mondialisation. Mais, à l'image de ce phénomène, la géographie du transport maritime
révèle aussi de profondes inégalités. La carte des principales routes maritimes donne l'impression d'un maillage très dense reliant tous les points de la planète, mais certaines zones et certains pays occupent une place privilégiée dans ce secteur. Tout d'abord, il y a des routes qui sont plus empruntées que d'autres, celles qui relient les trois principaux pôles de commerce, l'Amérique du Nord et l'Europe et l'Asie, et enfin l'Asie et l'Amérique du Nord. La géographie du transport maritime révèle aussi le poids grandissant de l'Asie et surtout celui de la Chine dans l'économie mondiale. En 2013, sur les 10 premiers ports à containers mondiaux, 7 étaient chinois. Les ports constituent des nœuds stratégiques, au même titre que les canaux et les détroits. Vous voyez sur cette carte les plus importants d'entre eux, Panama, Suez, Ormuz, ou encore le détroit du Pas-de-Calais. À la fois goulot d'étranglement et point de passage, souvent inévitable, il représente une source de revenus non négligeable pour quelques pays riverains. Le canal de Suez, par exemple, rapporterait à l'Égypte environ 5 milliards de dollars de revenus par an. Le dynamisme du transport maritime se concentre donc sur quelques points et quelques flux, et certaines régions comme l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Océanie se retrouvent à la marge. Le continent africain, qui compte 16% de la population mondiale, ne représente que 8% du total mondial des marchandises chargées sur les navires. Et ce mode de transport s'est donc développé fortement mais inégalement. Cette progression a aussi un coût supporté par les acteurs du secteur mais aussi la société dans son ensemble. Il y a par exemple la piraterie maritime, car le chiffre d'affaires généré par le secteur maritime attire les convoitises. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais il a connu avec l'explosion du transport maritime une résurgence ces dernières décennies, principalement dans 3 zones, le détroit de Malacca et l'Asie du Sud-Est, le golfe d'Aden et l'océan Indien, et le golfe de Guinée. Alors si la piraterie semble reculer dans les 2 premières régions, elle se développe dans le golfe de Guinée. Donc allons voir de plus près. Ce qui intéresse les pirates dans cette zone, ce sont les navires qui exportent le pétrole produit par les pays que vous voyez sur la carte, notamment le Nigeria, qui est en 2014 le premier producteur du continent africain. Les attaques consistent principalement dans le vol et le détournement des cargaisons des navires. Certaines utilisent la violence, comme ce fut le cas de celle que vous voyez sur la carte entre les années 2006 et 2013. Or, l'immensité des espaces maritimes rend difficile la surveillance et la capture des pirates. Et les États côtiers ne disposent pas de moyens suffisants pour lutter contre ce phénomène. À la piraterie s'ajoute la pollution qui prend plusieurs formes. Celle des émissions de CO2 d'abord. Même si le bateau est l'un des modes de transport les moins polluants, du fait de l'intensité du trafic, le transport maritime génère près de 3% des émissions mondiales, soit à peu près l'équivalent des émissions de l'Allemagne. Il y a aussi la pollution causée par les accidents de navires. Ceux que vous voyez sur la carte ont provoqué parmi les plus grandes marées noires de l'histoire, comme les accidents de l'Exxon Valdez, l'Atlantic Empress ou la Moco Cadiz. Et parmi la cause des accidents, on trouve les difficultés de navigation, les collisions entre navires du fait de la densité du trafic, ou le non-respect des normes de sécurité. Enfin, il y a les navires qui ne sont plus utilisés. Du fait de la course au gigantisme et à la productivité, plus de 1000 navires sont démolis chaque année. La plupart sont envoyés en Inde, au Pakistan, au Bangladesh et en Chine pour être démantelés dans des conditions environnementales et sociales tout à fait déplorables. Face à ces problèmes, les États ont cherché à réglementer le transport maritime à travers plusieurs conventions régulant la construction des navires, les conditions de travail ou encore la gestion des déchets maritimes. Mais si de nombreux États ont ratifié ces conventions, ils n'ont pas tous la volonté d'appliquer ces normes. La régulation du transport maritime se heurte à la loi du pavillon de complaisance. Ce terme désigne des États comme le Panama, le Liberia, les îles Marshall, qui accepte d'enregistrer un navire même si son propriétaire est étranger, propose des normes avantageuses en termes de fiscalité, du droit du travail, de réglementation technique, et sont peu regardants quant à l'application des normes maritimes.
Alors cela les rend très attractifs auprès des armateurs. Ces 3 pays disposent des flottes de commerce les plus importantes au monde. Un navire sur 7 a un pavillon panaméen, ce qui limite considérablement la portée des conventions internationales dont je viens de vous parler. Alors quelles sont les perspectives d'amélioration? Eh bien, dans la lutte contre la piraterie, l'assistance d'États militairement puissants, agissant auprès d'États côtiers vulnérables, s'est révélée assez efficace. C'est ce qui s'est passé dans le golfe d'Aden, où la Somalie s'est trouvée dans l'incapacité de lutter contre ce phénomène et où l'intervention de l'Union européenne, de l'OTAN, des États-Unis, mais aussi de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud, a permis une baisse significative des actes de piraterie. Eh bien, un tel format pourrait être envisagé dans le golfe de Guinée. Ensuite, pour lutter contre la pollution générée par le transport maritime, plusieurs innovations vont voir le jour, comme les navires propulsés par l'énergie de la mer, donc qui n'émettraient pas de CO2 et ne déverseraient pas de pétrole en cas de naufrage. Mais cela va prendre du temps. Et puis en fait, en se penchant sur la problématique des transports maritimes, on en vient à s'interroger sur notre rapport à la mondialisation. Un exemple, est-ce vraiment souhaitable qu'un Blue Jean fasse la distance du tour de la Terre entre la production et l'achat? Eh bien, ce sont finalement autant de questions que cela pose aux consommateurs plus qu'aux armateurs. Pour approfondir cette problématique, vous pouvez lire La Terre est bleue, Atlas de la mer du XXIe siècle, sous la direction de Cyril Coutencet, aux éditions des Arènes, et puis aussi l'Atlas 2015 des enjeux maritimes. C'est un hors-série du magazine Le Marin, publié chez Marine Éditions en 2015.